Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre atelier. L'espace n'est pas neutre. Comment concevoir des espaces égalitaires avec un point d'interrogation, bien entendu. Nous sommes ensemble pour 1 heure, 45 minutes de table ronde d'abord, puis 15 minutes de questions-réponses et d'échanges avec la salle virtuelle que vous constituez toutes et tous devant vos ordinateurs. Merci de votre présence. Je vous présente nos intervenantes, puisqu'il ne s'agit que d'intervenantes. Anastasia Timen, qui est consultante au cabinet Chronos. Julie Lanoux, consultante au sein du pôle projet de territoire de la CET. Élise Bénard, qui nous a rejoint, et ne vous étonnez pas si vous voyez que sa caméra n'est pas allumée parce que apparemment il y avait un petit problème de connexion. Élise Bénard est chef de projet rénovation urbaine pour le quartier Saragosse au sein de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Et Anna Kern de Grand Paris Aménagement, chef de projet au sein de la direction de l'habitat privé en charge de la ZAC du Bas-Clichy. La référente Enru qui a préparé cet atelier et qui est également la modératrice à laquelle vous allez adresser vos questions est Camille Lefebvre. Elle est chargée de mission innovation et ville durable à l'Enru. Donc oui, envoyez vos questions au fur et à mesure des échanges avec nos intervenantes dans le fil de conversation et nous les traiterons dans la dernière partie de cet atelier. On s'est réservé un quart d'heure, peut-être 20 minutes si on le peut pour répondre à vos questions. D'abord, quelques éléments d'information et de contextualisation. L'Enru fait paraître aujourd'hui même un guide. Alors, je vais vous en montrer la couverture. Fait paraître un guide pratique dans la collection des carnets de l'innovation qui est titré l'approche égalitaire de l'urbanisme. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'Enru, dans la docutech du site de l'Enru. Vous pouvez la retrouver également sur le site des GIRU, dans la médiathèque. Et il traite de la question de l'apport de plus d'égalité par l'action urbanistique, qui est effectivement apparu nécessaire progressivement à intégrer dans les projets de renouvellement pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un cadre institutionnel et législatif qu'on peut rappeler, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, qui fait de l'égalité femmes-hommes un axe transversal de la politique de la ville. Il y a également la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui place les collectivités territoriales en première ligne de cette recherche d'égalité. Concernant les publics à mobilité réduite, les enjeux d'égalité, d'accès et d'usage aux et des espaces urbains sont tout aussi majeurs, avec une population qui connaît un vieillissement, pas seulement dans les quartiers, mais y compris dans les quartiers ou dans certains quartiers politiques de la ville. Et puis, il y a le constat que les opérations de renouvellement urbain offrent cette possibilité de corriger les inégalités d'usage ou les inégalités d'accès aux ressources de la ville pour les populations précaires des quartiers politiques de la ville, parmi lesquels notamment, c'est depuis qu'on vient d'évoquer, les femmes et les personnes à mobilité réduite, et parmi ces personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est pour répondre à sa vocation de soutenir l'innovation sous toutes ses formes, y compris l'innovation sociale, dans les projets de renouvellement urbain, que le club Enru Plus a donc décidé de s'emparer du sujet, qu'un groupe de travail a été constitué, consacré à l'approche égalitaire de l'urbanisme, et les résultats de ces travaux sont donc ce guide et aussi cet atelier, puisque on l'évoquera à la fin. La publication du guide et l'atelier ne sont qu'une étape sur un chemin qui a vocation à vous fournir, et à vous en particulier qui assistez à cet atelier, des outils pour agir. Alors, les premières questions vont concerner les rédactrices de ce guide, Julie Lanoux et Anastasia Timen, qui ont œuvré donc à sa rédaction. Et des premières questions qui concernent d'abord Julie, pour nous expliquer concrètement à qui s'adresse ce guide. Julie. Bonjour, je vous remercie pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, effectivement, la CET et Chronos ont accompagné l'Enru dans la rédaction de ce guide avec vraiment l'objectif d'interroger la prise en compte du genre et du vieillissement dans le cadre des projets de renouvellement urbain, et ça de manière très, très opérationnelle.
Du coup, ce guide, il propose vraiment une manière de concevoir l'aménagement avec un prisme plus inclusif, et il veut donner en fait des outils qui sont mobilisables par un panel d'acteurs très large et à différents degrés et niveaux d'intervention. Du coup, l'objectif, c'est que vraiment ce guide, il s'adresse prioritairement aux professionnels du renouvellement urbain. Donc, qui sont-ils ou qui sont-elles les élus et agents des collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, mais également les associations ou les concepteurs. On pense aux architectes, aux urbanistes ou encore aux assistances à maîtrise d'ouvrage. Et également aux associations qui interviennent dans ces quartiers et qui voudraient se saisir de ces thématiques. Donc pour cela, comme vous l'avez dit, en fait, à l'origine de la démarche, l'ANRU a structuré ce premier groupe de travail pluridisciplinaire. Et ce qui était intéressant dans la constitution de ce groupe, en fait, c'est qu'il réunissait des chercheurs, des chercheuses, on peut citer Corinne Luxembourg, des opérationnels du renouvellement urbain, l'ANRU et des chefs de projet sur des opérations très concrètes comme Grand Paris Aménagement ou la ville de Pau ou de Villiers-le-Bel, justement pour donner en fait ce croisement de visions et pour avoir vraiment s'adresser à un public assez large du renouvellement urbain. Du coup, pour ce faire, ce guide, en fait, il poursuit un double objectif. Premièrement, auprès de ses acteurs, donc un objectif de sensibilisation. En gros, il entend déconstruire des idées reçues qui aujourd'hui constituent des freins à l'innovation et notamment en matière d'urbanisme inclusif. Et pour cela, il va fournir des données chiffrées et objectives sur les inégalités qui sont subies dans ces quartiers. Et il sensibilise également au principe du coup de design universel, qui est en gros un principe qui dit que si on porte une attention particulière aux besoins des publics les plus vulnérables, on serait de nature en fait à venir profiter au plus grand nombre et à tous et toutes, et augmenter plus globalement en fait la qualité de vie dans les quartiers. Et second objectif, donc il y a un objectif opérationnel, c'est que dans ce guide, il y a vraiment l'idée de fournir des solutions qui soient les plus concrètes possibles pour les porteurs de projets qui souhaitent vraiment mettre en œuvre cette vision de l'urbanisme égalitaire, et du coup avec une boîte à outils qui leur permettent de prendre cela en main de manière très pragmatique, et des exemples illustrés que vous allez découvrir. Oui, très bien. Et justement, ma question s'adresse à Anastasia en complément. C'est le type de ressources qu'on peut trouver dans ce guide, que celles et ceux qui nous écoutent peuvent trouver dans ce guide. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Vous avez des objectifs qui ont été annoncés par Julie. D'abord, il faut se rappeler que ce guide, il partait pas de zéro. Il y avait eu ce groupe de travail, vous l'avez rappelé, qui avait permis de faire émerger un certain nombre de problématiques et un petit peu de zones d'ombre qui méritaient d'être éclairées. Donc le guide, on l'a conçu dans cette dynamique-là, pour essayer d'apporter des réponses à toutes ces questions qui se posaient pour les professionnels. Et donc, il apporte des éléments à 3 niveaux. D'abord, des points de repère, donc des éléments de contexte qui sont documentés, chiffrés, et qui permettent de répondre à l'objectif de déconstruire ces fameuses idées reçues qui sont encore nombreuses sur la question de la prise en compte du genre et du vieillissement. Donc, des éléments de contexte et d'argumentaire pour faire avancer cette vision-là. Des éléments qui sont plus de l'ordre de la préconisation, donc vraiment des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères, qui sont mobilisables dans le cadre de la conception de projet pour vraiment incarner très concrètement cette vision-là. Et puis aussi des éléments d'inspiration au travers d'un certain nombre de projets qui sont mis en valeur et qui viennent illustrer ces préconisations. Donc très concrètement, le guide il s'articule en 3 chapitres. Il y a un premier chapitre qui vraiment se concentre sur les outils et méthodes qui sont mobilisables en amont des projets. Je crois qu'on y reviendra plus tard. Donc vraiment en préparation de la conception des projets. Un second chapitre qui est vraiment le cœur du sujet et qui est le plus volumineux sur toutes ces prescriptions que j'évoquais tout à l'heure. Et puis un troisième chapitre qui, lui, porte plus sur les changements internes qui sont nécessaires au sein des organisations pour leur permettre de porter cette vision de l'urbanisme égalitaire. Puisque le constat qu'on a fait, c'est qu'au-delà de la conception des projets, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent au sein des organisations. Donc là, on pense à toutes les actions de formation, de sensibilisation, et aussi à d'autres outils qui ne sont pas tout à fait afférents au projet urbain, mais qui sont importants quand même, type budget genré ou clause dégâts conditionnalité. Peut-être qu'on le réapportera. D'accord. Évidemment, on va essayer de suivre un peu cette grille qui est celle du guide dans nos échanges et de répondre, ou en tout cas de présenter un certain nombre d'exemples inspirants, pour reprendre votre mot qui est toujours utile, mais en démarrant peut-être évidemment par
par l'amont et par la question du diagnostic. Et je vais poser la question d'abord à Anna Kern, qui est donc en charge du projet de la ZAC du Bas Clichy, qu'elle a piloté, que vous avez piloté. Anna, nous expliquer ce qui a été fait différemment en amont, comment vous avez abordé les choses et comment, pour réaliser différemment, vous avez d'abord peut-être étudié ou diagnostiqué différemment. Oui, bonjour à toutes et tous tout d'abord. Donc effectivement, moi j'interviens en tant qu'aménageur sur la ZAC du Bas Clichy, qui est une ORCOD, une opération de requalification des copropriétés dégradées, et également un projet de renouvellement urbain. C'est un projet qui est piloté par l'EPF Île-de-France, qui a désigné en juillet 2019 Grand Paris Aménagement comme aménageur de ce quartier. Quand on est arrivé en juillet 2019, il y avait déjà un dossier de création de ZAC, donc il y avait déjà un projet qui était formalisé. On avait néanmoins pour mission de reprendre un tout petit peu la programmation, de réaliser de nouvelles études de programmation. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est intéressé à la question du genre. On s'est dit qu'il était intéressant dans un optique d'aller assez rapidement et avec un budget assez réduit d'effectuer un pas de côté dans nos études de programmation et de justement chausser les lunettes du genre, comme disent Jean Réville, c'est une expression qui est intéressante, pour étudier le quartier sous ce prisme. Alors, ce qu'on a fait, c'est que assez classiquement, on s'est accompagné d'un bureau d'études. C'est pas très facile à trouver sur ce sujet. On a eu la chance d'être accompagné par l'atelier Approche, qui avait déjà travaillé sur ces questions, par exemple à Aubervilliers, et qui nous a accompagnés sur le diagnostic du quartier. Ce diagnostic, il avait plusieurs axes. D'abord, un axe un peu quantitatif, c'est-à-dire des comptages, tout simplement dans l'espace public, à des temps différents de la journée, des temps différents Alors, on peut voir une carte là que vous allez pouvoir nous commenter justement. Tout à fait. Donc ça, c'est un des résultats de ce travail de comptage qu'a réalisé Approche dans l'espace public. À différentes heures du jour, de la nuit et à différents moments de la semaine, elles ont pu constater et compter si les lieux étaient occupés et si ces lieux étaient occupés, les occupations étaient-elles plutôt mixtes, plutôt appropriées par les hommes et plutôt appropriées par les femmes. Et ça, c'est un élément de premier diagnostic du quartier qui est intéressant parce que ça nous permet d'une part de savoir quels sont les lieux qui sont plutôt mixtes, donc sur lesquels on va essayer d'aller trouver un petit peu les qualités de ces lieux pour les reproduire, et puis d'autre part, comment notre action vient améliorer l'occupation générale du quartier et peut-être aussi la mixité d'occupation au sein du quartier. Donc là, assez classiquement, on voit que par exemple, tout ce qui est devant les écoles est plutôt une occupation féminine. Ce qui va être autour du centre commercial, on va avoir une occupation plutôt masculine. Et puis, ce qu'on ne voit pas sur cette carte, parce que je crois que c'est une occupation de jour, mais c'est que la nuit, notamment à partir de 18h à l'automne, on a une suroccupation masculine de l'espace public, puisque les femmes vont être beaucoup plus dans l'espace domestique et sortir moins la nuit. Donc, on a eu ce travail quantitatif, on a aussi eu un travail qualitatif réalisé par Approche, puisqu'elles ont mené un gros travail de terrain avec les associations locales, avec la MUS qui intervient localement également, pour aller réaliser des ateliers avec les femmes du quartier, avec des groupes mixtes, avec des groupes non mixtes, suivant les situations qui se présentaient. C'est la photo que vous avez ici. Des ateliers qui permettaient de comprendre exactement l'occupation aujourd'hui des femmes et des hommes et de plein de groupes d'ailleurs, parce qu'on a eu un atelier notamment très intéressant avec des jeunes adolescents, des garçons, qui étaient aussi extrêmement riches. Donc de comprendre l'occupation de ce quartier et puis déjà de développer de nouvelles pistes en fait pour nous permettre de réaliser un meilleur aménagement du quartier. Donc ce qui est différent par rapport à d'autres démarches, je pense, c'est vraiment le fait que c'est un sujet qui est assez rarement pris en compte, qu'on revient aussi rarement en phase de programmation sur le terrain. Or là, c'est un sujet qui demande de revenir vraiment sur le terrain. Et puis, peut-être un autre point qui va intéresser les maîtres d'ouvrage, on a cette étude sur ce sujet qui était spécifique, mais on a aussi irrigué dans toutes nos études le sujet. Et ça, c'est pas plus cher. On demande simplement, par exemple, dans les études de mobilité, d'intégrer des statistiques genrées. Ça coûte pas plus cher de le faire, mais ça donne une information supplémentaire. Idem pour nos études sur l'habitat, etc. On a intégré aussi cette approche. Et ça a permis toutes ces études ont permis de formuler des préconisations dont on parlera plus tard dans la présentation. Très bien, merci. Alors Julie, je me tourne vers vous à nouveau et pour revenir au guide qui présente un certain nombre d'outils de diagnostic à déployer évidemment en amont des projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
à travers finalement le travail que vous avez mené, cette rédaction, le travail du groupe, pourquoi cette dimension de diagnostic est apparue si nécessaire? Et quand on parle de diagnostic, évidemment, ça dépasse l'aspect, mais ça inclut également l'aspect participatif. Oui, alors tout d'abord justement sur la dimension participative, je tiens à préciser que pour nous, vraiment cette dimension participative dans un projet, nous ça nous semble être quelque chose qui est vraiment essentiel, qui doit faire l'objet d'une attention spécifique de la part des acteurs du renouvellement urbain et qui doit être généralisé même sur tout le temps en fait du projet pour être sûr qu'on ait vraiment une correspondance et une adéquation entre les attentes et les besoins des futurs usagers et usagères avec le projet. Du coup, à partir de ça, les outils de diagnostic plus inclusifs qui sont proposés dans ce guide, ils se veulent vraiment au service de cette démarche participative et s'en veut être en fait un complément. Du coup, tout d'abord, pour commencer un projet d'urbanisme inclusif, ce qui va être central, et c'est ce qu'Anna a précisé, c'est la phase d'état des lieux et de collecte de données sensibles au genre et au vieillissement, qui donne comme résultat justement les cartes qu'on a pu voir. Donc en fait, c'est très important parce que c'est une phase qui va vraiment permettre de venir objectiver la situation avec des données chiffrées, visibles, et de venir également rechercher les spécificités par quartier pour y apporter du coup des réponses urbaines qui soient adaptées vraiment finement à l'échelle du quartier et à ses spécificités. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette unique ou de solution un peu prémâchée pour faire un projet d'urbanisme inclusif qui prend en compte les inégalités. C'est pas quelque chose qui s'improvise, mais par contre, il existe des réelles méthodes dont on a cité quelques-unes pour y parvenir. Et là-dessus, en fait, dans le guide, on va distinguer, donc avec tous les exemples qu'on a pu aller voir, on va distinguer deux familles d'outils pour ces phases un peu amont du projet. La première famille, en fait, ce sont des outils d'observation et de comptage, comme l'a dit Anna, qui permettent en fait de créer de la donnée quantitative et qualitative sur les pratiques et les usages des habitants et habitantes, selon leur genre, leur âge ou d'autres en fait caractéristiques qui pourraient être jugées pertinentes sur un quartier. Et le plus souvent, en fait, ces données, elles n'existent pas au sein des collectivités ou en tout cas pas à l'échelle aussi fine d'un quartier. Justement, c'est des données qui manquent encore à créer et qui peuvent rentrer en fait dans une logique de comptage et de génération de données qui existe aujourd'hui. Donc, il peut s'agir d'observations. Et parfois, il suffit de compléter des collectes de données avec cette question sur le genre ou sur le vieillissement pour obtenir des éléments très intéressants. Oui, complètement. Et notamment, ça permet de dégager du coup de l'information sur si des espaces sont sous-fréquentés par certaines catégories d'habitants, si à l'inverse, on a de la surappropriation de certains micro-espaces par d'autres, si on a des habitudes de déplacement qui sont différenciées par les horaires, etc., etc. Et ça permet vraiment en fait de nourrir le projet, mais aussi de convaincre et de venir asseoir la légitimité des démarches d'urbanisme inclusif. La deuxième famille d'outils, en fait, c'est des outils qu'on peut qualifier de sensibles et qui relèvent plus de la prise en compte de la maîtrise d'usage des habitants et des habitantes. Et en fait, parmi les outils, donc il y en a qu'on commence à voir qui reviennent de plus en plus. Donc, on peut citer les marches exploratoires, premièrement, ou alors les cartes mentales. Et également la pratique d'échange donc en non-mixité qui peut s'avérer aussi être un outil utile s'il est utilisé ponctuellement pour faciliter la discussion à l'intérieur d'un groupe, même si évidemment c'est sujet à controverse et puis ça peut faire un peu peur. En fait, si ces temps ils sont bien préparés et qui sont faits intelligemment, ils peuvent vraiment générer des données qui sont très précieuses pour le projet. Et en fait, en phase un dernier point peut-être essentiel, c'est qu'en fait, dans cette phase amont des projets, c'est là que va se jouer les premières étapes de concertation avec les habitants. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que les personnes âgées, notamment isolées, et les femmes, elles tentent à être invisibilisées, en fait, et peu présentes de ces temps-là. Du coup, il y a vraiment un besoin, en fait, d'imaginer des moyens de faciliter leur participation au maximum, soit en adaptant la communication, soit en choisissant des formats qui vont venir mettre plus en confiance, ou alors en adaptant les horaires, en fait, tout simplement de ces temps-là et en étant extrêmement vigilant sur l'accessibilité de ces rencontres. Sur la participation au sens effectif du terme. D'accord, oui. Merci beaucoup.
Anastasia, une question toujours par rapport au contenu du guide, c'est que on a tendance à penser que l'espace public est ouvert à tous, par définition, et donc nécessairement égalitaire. Pourtant, le travail que vous avez effectué a permis d'identifier enfin que vous avez effectué avec le groupe, encore une fois, est-ce que vous avez pu collecter toute une série d'arbitrages, de programmation ou de conception également qui peuvent rendre ces lieux plus ou moins inclusifs. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en faire un peu l'état? Absolument. Je pense que effectivement penser que tout le monde a les mêmes usages de l'espace public, c'est une idée fausse. Et je trouve que la carte que nous a commentée Anna était assez révélatrice. Hein. On pouvait y voir des lieux surfréquentés par des hommes, d'autres surfréquentés par des femmes. Et de fait, toutes les études qui sont conduites sur les territoires montrent que non, les usages sont différenciés en fonction du genre notamment et de l'âge. Alors, on ne fréquente pas les mêmes lieux, pas à la même fréquence non plus. Et puis, il y a une question aussi de nature des usages. Par exemple, concernant les femmes, on va se rendre compte qu'on est beaucoup plus sur un usage fonctionnel de l'espace public. On va le traverser pour effectuer des tâches. Je vais chercher un enfant, je le rends à un rendez-vous. Là où un usage plus récréatif est encore beaucoup plus masculin que féminin. De la même manière, pour les personnes âgées, on constate que les motifs de déplacement sont moins nombreux, donc on sort moins de chez soi, et c'est un enjeu autour de l'isolement des personnes âgées. Et puis, il y a évidemment la question de la condition physique aussi, qui va déterminer la manière dont on va pouvoir effectivement faire usage de l'espace public. Alors, vous l'avez précisé en introduction, l'environnement physique n'est pas la seule cause de ces inégalités, hein. C'est le résultat d'une conjonction de facteurs, mais néanmoins, effectivement, ça peut jouer un rôle. Et je trouve qu'un exemple assez parlant pour voir comment l'espace physique conditionne ces inégalités, c'est celui de la cour d'école, qui traditionnellement est organisée autour du terrain de foot, très surapproprié par les garçons, et qui tend à confiner les filles sur les abords de la cour. Et on voit que quand on vient changer l'aménagement de ces cours d'école, les usages changent également. Donc, très concrètement, comment... Pardon ? Oui, je vous laisse continuer, pardon. Non, mais du coup, vous m'interrogiez sur les leviers d'action au sein du projet pour faire en sorte que l'environnement spatial, physique contribue à diminuer les inégalités. En réalité, je vais vous citer quelques exemples et vous allez vous rendre compte que souvent, c'est des toutes petites choses, c'est des attentions à des détails qui peuvent sembler anodins, mais qui en fait sont déterminants. Ça va passer notamment par une attention particulière au choix du mobilier. Je prends l'exemple des assises et des bancs, ça paraît très bête, mais en fonction de leur ergonomie, ils vont être plus ou moins utilisables par notamment les personnes âgées dont la condition physique est plus dégradée. La manière dont ces bancs sont positionnés dans l'espace, ça va être plus ou moins sécurisant pour un public féminin. Est-ce que je peux voir et être vue? Leur jalonnement aussi dans l'espace, est-ce qu'ils sont assez réguliers pour que ça ménage des temps de pause pour les personnes âgées? Donc vous voyez, c'est des petites choses, mais qui ont un impact très fort finalement sur les usages. Au-delà des mobiliers, il y a aussi des choix d'aménagement qui peuvent être déterminants, des choses aussi qui sont très pragmatiques, mais un rebord de trottoir qui constitue un obstacle, et ben ça va contraindre l'usage par les personnes âgées, mais aussi par les femmes, donc on sait qu'elles sont plus souvent en situation d'accompagner de jeunes enfants ou des personnes âgées. Ça se joue aussi au niveau de l'éclairage, puisqu'on l'a dit, hein, Anna l'a précisé, les inégalités se renforcent la nuit, donc la question de l'éclairage public va être cruciale. Et puis aussi au niveau de la programmation des rez-de-chaussée, puisque un quartier vivant avec des lieux de rencontre va forcément beaucoup plus mettre en conscience et inviter à sortir. Bon, l'idée, c'est pas du tout de systématiquement recourir à tous ces dispositifs, mais d'avoir une réflexion un peu contextuelle sur... D'avoir une approche globale qui les prenne en compte, en tout cas, ou qui les traite. Et justement, je crois que le guide montre également que les espaces résidentiels et les logements, on va en parler après avec Élise Bénard pour ce qui a été fait à Pau, mais que les espaces résidentiels, le logement lui-même, joue un rôle pour une prise en compte plus ou moins bonne du genre et du vieillissement, et notamment du vieillissement. Oui, tout à fait, et ça peut paraître un peu étonnant puisque le logement, c'est la sphère de l'intime, du privé, donc on se demande un peu ce que ça vient faire dans ces questions d'urbanisme égalitaire, et en fait c'est précisément parce que c'est la sphère de l'intime et que ce sont des lieux qui sont fermés que le logement joue un rôle stratégique. En matière d'égalité femmes-hommes, on sait que le logement, c'est le lieu des violences conjugales, très souvent. Pour les personnes âgées, c'est aussi le lieu des chutes.
à domicile. Ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est une cause d'hospitalisation majeure pour les personnes âgées. Donc, la conception de l'espace logement, il joue aussi un rôle extrêmement important. Il faut aussi se rappeler que les femmes, qui sont malheureusement plus éloignées de l'emploi que les hommes, ont tendance à passer plus de temps dans leur logement. Les personnes âgées, de la même manière, souvent plus en activité professionnelle, passent beaucoup de temps dans leur logement, et ça crée des besoins qui sont spécifiques et auxquels l'aménagement peut plus ou moins apporter de bonnes réponses. D'accord. Donc très concrètement, le guide il fournit des prescriptions, là encore très simples, hein, qui peuvent paraître du bon sens, mais qu'il est bon de rappeler, sur par exemple comment on maintient un contact apaisé avec l'extérieur, comment on assure le confort thermique et phonique, comment on sécurise les circulations, etc. etc. Pour l'aspect égalité femmes-hommes, c'est peut-être moins intuitif la manière dont le logement vient jouer un rôle. Et en fait, on se rend compte qu'en creusant un petit peu, ça a un impact, ne serait-ce qu'en pensant le logement dans sa dimension économique. On sait que les femmes sont beaucoup plus sujettes à la précarité énergétique notamment. Donc tous les dispositifs qui vont être de nature à augmenter le reste à vivre, par exemple des familles monoparentales qui sont avec une femme à leur tête, tous ces mécanismes-là vont être favorables, et notamment tous les mécanismes de mutualisation, de buanderie, de cuisine qui vont permettre de faire des économies. Il y a aussi la logique de lutter contre les violences conjugales en créant des espaces qui permettent la coveillance entre les voisins, donc des paliers qui sont par exemple plus accueillants, éclairés de manière naturelle, ça va générer des échanges qui sont protecteurs pour les habitants. Et puis il y a la question de la lutte contre les stéréotypes. Typiquement, éviter que la conception du logement, éviter l'isolement lié à l'exécution de tâches domestiques. Par exemple, une cuisine fermée qui va isoler la femme qui prépare des repas pour sa famille des échanges et qui va l'empêcher de prendre part à la vie de famille, ça va être pénalisant. Trouver des espaces aussi où on retrouve de l'intimité et du calme, ça va aussi être déterminant. Merci de tous ces exemples parce que ça répond à une des questions qui était d'ores et déjà posée, même si j'ai dit qu'on répondrait aux questions tout à l'heure, mais en l'occurrence, avec ces exemples, vous y avez répondu. Et on va continuer avec une démarche concrète et pratique avec Élise Bénard, donc concernant la rénovation du quartier Saragosse à Pau, qui a justement été pensée avec la volonté de mieux inclure les personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les partis architecturaux qui ont été mis en avant, retenus, choisis par la maîtrise d'ouvrage? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, à l'échelle de Pau, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. À l'échelle de Pau, juste, c'est pour vous expliquer qu'on a cette thématique, on a pris cette thématique à bras le corps d'adaptation au vieillissement, tant à l'échelle de l'agglomération et qu'à l'échelle du quartier de rénovation urbaine de Saragosse, donc où on a les mêmes caractéristiques sociodémographiques qu'un quartier de centre-ville, où on a plus de 15% de personnes de plus de 75 ans et plus de 30% de plus de 60 ans. Donc dans ce quartier qui est loin un peu de ce qu'on peut imaginer, puisqu'on peut passer à l'autre slide, des poncifs en termes de rénovation urbaine, on est dans un quartier sur lequel on a des personnes vieillissantes et sur lequel on a quand même beaucoup de personnes seules par rapport à une multitude de familles nombreuses. Donc la façon dont on l'a pensé, sur l'autre slide, c'est de se dire qu'on prend le temps, et on vient de se le dire, du diagnostic, avec un consortium de bureaux d'études, les bailleurs sociaux, et l'agglo, on a pris le temps de réfléchir à l'échelle de la personne vivant dans le quartier Saragosse, à travers aussi des ateliers, des entretiens avec des personnes du quartier, pour comprendre comment les personnes vivaient dans ce quartier, comment est-ce qu'elles se déplaçaient, et puis éviter un peu l'effet, si on travaille sur les personnes âgées, on s'intéresse que à l'habitat et que à la domotique. Donc nous, c'est vraiment cette notion qui est un peu stylisée dans le schéma, mais de chaîne de déplacement, de se dire qu'on est bien sûr sur des problématiques et de l'habitat, de comment est-ce qu'on se déplace à l'intérieur de son logement, quelles sont les problématiques du hall d'immeuble, mais aussi sur l'espace public et puis l'offre de services à proximité, qui me semble un élément très pertinent également.
Donc, pour ce qui est de la réalisation de l'aspect un peu concret, sur la partie aménagement de l'immeuble, si on peut changer de slide, sur l'aménagement de l'immeuble, on a travaillé sur le hall d'immeuble avec des choses, alors je pense peut-être par l'intérieur du logement. L'intérieur du logement, donc on avait la volonté d'avoir une cuisine qui puisse être dans des bonnes dimensions pour pouvoir y accéder facilement, avec éventuellement des places pas par rapport au salon, parce qu'on était dans une problématique dans cette résidence où les logements étaient très petits, et donc des difficultés de déplacement et de circulation, de bien revoir la notion de salle de bain, et puis des choses très concrètes, c'est-à-dire que des fois l'interphone de la personne âgée se passe souvent du temps dans son salon et n'arrive pas jusqu'à l'interphone si elle entend la sonnette, parce qu'elle n'a pas le temps en fait de se déplacer. Donc avoir aussi de l'interphone dans le salon, et puis penser aussi que la nuit, avec des petits cheminements lumineux jusqu'aux toilettes, ça permet d'éviter des risques de chute. Donc ça c'est la partie logement. Sur la partie hall d'immeuble, on a cette question de la signalétique, du visuel, de se dire qu'il faut qu'on soit sur des halls d'immeubles qui permettent rapidement de trouver sa boîte aux lettres, qui permettent aussi de ne pas se dire on va tout de suite trouver l'ascenseur. Non, on va aussi proposer à ce que les escaliers soient faciles d'accès et sécurisés, parce que ça, il faut renforcer cette volonté de pouvoir être dans une mobilité qui soit active et pas forcément uniquement tout de suite aller vers l'ascenseur. Donc d'avoir ces espaces communs qui soient sécurisés, attractifs, qui soient des lieux aussi sur lesquels on a envie de passer un peu de temps. Et puis pour la partie espace public, pour passer sur votre slide, l'espace public c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup voulu travailler, parce que notamment les ergothérapeutes qui nous ont accompagnés nous ont dit mais poussez à l'activité. Et on ne pensait pas qu'il faut que tout soit parfait dans une salle de bain, dans une cuisine, mais il faut au contraire qu'une personne âgée puisse facilement aller dans l'espace public et se sentir bien. Donc on a travaillé par exemple sur du mobilier, on voulait faire une grande table de banquet pour rompre un peu ce côté toute petite table de pique-nique, et donc avec une grande table de banquet, mais on a coupé les bancs pour qu'il y ait des fauteuils roulants et qu'on puisse mettre des accoudoirs pour que les personnes se redressent, parce que souvent quand on est assis, on a du mal à se redresser selon les problématiques de santé qu'on a. Des cheminements avec des appuis assis debout, pour se dire souvent en fait ce que nous ont dit les habitants, c'est que moi j'ai un peu peur de traverser tout ce parc, parce que si j'ai un petit coup de faiblesse, j'ai envie de pouvoir faire une petite halte, donc avoir petite pause, en fait, cet espace-là, une petite pause. Et puis des fontaines où on n'a pas besoin, souvent dans les fontaines publiques, on est obligé de complètement baisser la tête, et ce qui n'est pas toujours facile, donc des fontaines où on peut boire aussi en semi-debout. Donc des choses très pratiques, également sur évidemment les trottoirs, les traversées piétonnes. Mais la fontaine qui est montrée là, c'est une fontaine qui s'appelle fontaine oiseau, mais ce n'est pas une fontaine pour les oiseaux, hein, on est d'accord. Non, c'est le nom barbare, parce qu'on a beaucoup, et on est encore en recherche. C'est pas si facile en fait de trouver du mobilier adapté, parce qu'on a toujours la fontaine poussoir en fait, et quand on est sur du concret et du pratique, qu'on va acheter une fontaine, et ben des fois on est sur des recherches qu'on va faire, mais non, on vise pas les oiseaux. Et ce qui est important sur ces espaces-là, c'est de se dire, donc on a aussi la question des toilettes, d'avoir des toilettes publiques accessibles à proximité, et on se dit, si on travaille ces espaces, que ce soit le hall d'immeuble ou l'espace public, on n'est pas uniquement dans une recherche d'adaptation pour les personnes vieillissantes. On sait aussi qu'un espace public aussi qualitatif, où on peut boire, on peut aller aux toilettes, on a des assises confortables, ça c'est un plus pour tout le monde. Et c'est du coup pas stigmatisant, c'est de la vie qualitative pour tous. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Vous nous direz comment les usages aujourd'hui répondent ou pas à ces enjeux finalement, ou à ces objectifs. Anna Kern, sur les espaces publics de la ZAC du Bas-Clichy, comment l'attention portée à l'inclusion s'est-elle traduite, et notamment dans les rues et dans les parcs? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de choses qui recoupent ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, je pense que les démarches inclusives tendent à également
finalement trouver les mêmes… se rejoindre, oui, c'est voilà, se intéressant. rejoindre. Exactement. Donc, tout ce qui va être appui assis debout, tout ce qui va être les toilettes. On ne dira jamais assez, c'est très, très important. Les halls d'immeubles, enfin voilà, tout ce travail qui en fait, est issu du diagnostic sur les questions de genre, il profite aussi à l'ensemble des publics et à améliorer l'inclusivité de la ville pour toutes et tous. Ce qui va être intéressant, enfin, ce qui est intéressant dans la démarche sur Clichy, alors aujourd'hui, nous, on en est qu'en phase AVP, donc on décide encore le projet. Il n'y a rien qui a été livré à ce jour. Je pense que déjà, on peut souligner qu'en termes de méthode de travail, on continue à toujours aller sur le terrain. On a continué à missionner Approche, qui a été rejoint par Womanability sur les questions également de consultation des habitants. Et donc, on continue à réaliser des ateliers autant que possible avec le Covid. On continue à réaliser des observations qui viennent nourrir des ateliers avec notre maîtrise d'œuvre urbaine et avec la collectivité. Donc ça, en termes de méthode de travail, je pense que c'est important de le dire. Et on se nourrit également de l'ensemble des démarches qui ont déjà été menées sur ce sujet, même si elles ne sont pas réplicables. Il y a des choses qui sont un peu de bon sens et qu'on peut retrouver sur l'ensemble des quartiers. Donc la démarche, par exemple, menée à Villiers-le-Bel, qui a également été soutenue par l'ANRU. On s'en nourrit beaucoup. La démarche menée par la ville de Paris, ce qui peut être fait à Pau également. Donc voilà, on a ces inspirations-là. Et qu'est-ce que ça veut dire un espace public égalitaire? Nous, on a mis en œuvre les recommandations d'Approche et les recommandations des guides. Et je pense qu'on peut insister sur 3 aspects. Le premier, c'est moduler les échelles d'appropriation. On va aller en fait de la sphère intime jusqu'à la sphère très publique. Et ce qui va être intéressant en termes d'usage dans les espaces publics, c'est de proposer différentes formes d'usage et différentes, on va dire, intimisations d'espace et un continuum, en fait, depuis la sphère intime jusqu'à la sphère très publique. Ça permet d'avoir, quand on a besoin d'avoir des espaces où on se retrouve au vu et au su de tous parce qu'on se sent bien dans ces espaces-là, et ben c'est possible. Quand on a besoin, par exemple, pour les adolescents, les adolescentes, d'avoir des espaces un peu plus intimistes, eh bien, il faut le rendre possible aussi parce que c'est un besoin dans la ville. On n'est pas forcément toujours, on veut pas forcément toujours voir et être vu. La question des seuils aussi. On a le logement, on a le hall d'immeuble, on a le seuil de l'immeuble. C'est quelque chose qui va être très important à travailler. Donc, on travaille sur la modulation des échelles d'appropriation. On travaille sur la programmation ou au contraire d'ailleurs la non-programmation ou l'absence de surprogrammation. Alors, l'image que vous montriez avant, elle est intéressante. Oui. Parce que ça, c'est un espace à Clichy qui s'appelle la Grande Pelouse et qui est l'espace préféré des habitants et des habitantes de Clichy-sous-Bois. Pourquoi? Parce que c'est un grand espace qu'on peut s'approprier. L'été, vraiment, il est bondé. On peut se l'approprier comme on veut. Les gens viennent avec leur flag, viennent avec leur barbecue. Et c'est très peu aménagé, voilà. C'est ce que vous voulez nous montrer. C'est une pelouse. Il y a strictement rien. Il y a une pelouse et il y a une pente. Donc, les enfants jouent dans la pente aussi. Et c'est vraiment intéressant parce que, en fait, ça montre qu'aller tout surprogrammer, c'est pas forcément ce qui va permettre des usages intéressants en fait sur le quartier. Donc on essaye aussi de s'inspirer de ces espaces-là, de trouver leur qualité pour nos nouveaux espaces publics ou ceux qu'on va réaménager. Et puis l'image suivante, elle est intéressante aussi parce qu'elle m'amène à parler dans l'espace public des questions d'usage sportif, qui sont des usages beaucoup proposés aujourd'hui dans l'espace public. Et ici, vous voyez une proposition d'implantation de street workout. On a travaillé, c'est le premier travail qu'on a fait là, avec la ville de Clichy, un peu concret, sur l'implantation en avance de phase d'un street workout. La ville souhaitait proposer aux habitants la possibilité de faire du sport dans la ville. Initialement, il était proposé de regrouper tous les agrès au même endroit. On s'est rendu compte par le diagnostic et par les expériences sur d'autres collectivités qu'en fait, en faisant ça, on favorisait une appropriation plutôt masculine de ces espaces. Alors qu'en ayant plusieurs petits espaces de street workout un peu comme une promenade, associés avec des bancs, associés avec des jeux d'enfants, on allait tout de suite avoir des femmes, des personnes âgées qui allaient venir aussi profiter de cet espace. Et ça, c'est, enfin, je crois que c'est Élise qui le disait tout à l'heure, en fait, c'est des toutes petites choses qui se voient pas beaucoup, qui coûtent pas plus cher, mais qui permettent d'avoir des usages vraiment diversifiés. Et partagés. Et partagés. Très bien. Et enfin, merci, oui, c'est un bon exemple. Oui, pardon Anna. Pardon, pour terminer, enfin, je pense que c'est important de le dire, on met des toilettes sur la pelouse, on va mettre des toilettes, et ça, c'était pour le coup une amélioration demandée par les habitants, et
je le répète, les toilettes sont très importantes. C'est très important, oui. C'est vrai que c'est le début d'un usage facile ou agréable, en tout cas, de l'espace public. Dernier point avant de répondre aux questions qui arrivent. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions aux intervenants par le fil de conversation qui est à droite sur votre écran. Élise, je voulais revenir avec vous sur donc troisième aspect, c'est cette dimension de l'acculturation autour de ces thématiques ou de partage de ces thématiques. Finalement, à travers ce qui a été déjà mené sur le quartier Saragosse, quels enseignements retenez-vous et comment vous les partagez finalement avec les interlocuteurs, avec vos interlocuteurs? Alors nous, là où on en est, c'est quand même important de dire, du coup, on a livré quand même un parc de 2 hectares et puis on a une première résidence qui a été réhabilitée par le bailleur. Donc en année là, on a quand même beaucoup de résidences, on nous reste 14, à réhabiliter une résidence intergénérationnelle à sortir de terre. Donc voilà où on en est de façon opérationnelle. Et donc ce qu'on mène maintenant, c'est 2 aspects. Peut-être l'autre slide, ça ne me dérange pas, c'est de dire en interne, on continue à travailler maîtrise d'ouvrage à l'intérieur de des maîtrises d'ouvrage et du porteur de projet. C'est bien, changer de slide. Donc ça, c'est le travail qu'on fait à l'interne parce qu'on est dans le dispositif en rue, financé par aussi du PIA. Mais nous, on veut aussi élargir. On s'aperçoit qu'il faut qu'on communique très fort vis-à-vis des maîtres d'œuvre, des artisans, c'est-à-dire de sortir un peu, mais ça a été une phase importante agglo, bailleurs, de réfléchir habitants, de réfléchir à comment est-ce qu'on fait. Et maintenant, il faut sortir de ça et on organise le 30 septembre une journée avec les acteurs locaux de la maîtrise d'œuvre, des artisans, les archives, les bureaux d'études pour les sensibiliser à tout ça, autour d'un petit guide des prescriptions qu'on a fait vraiment pratico-pratique. La poignée de porte, je la mets à quelle hauteur? La fontaine, elle doit avoir quelles caractéristiques? Parce que moi, je pense aux toilettes, mais je pense aussi beaucoup aux fontaines à eau, qui sont aussi importantes. Donc voilà, donc pratico-pratique. On présentera aussi, bien sûr, le guide de l'ANRU, parce que ce sera l'occasion de dire on ne réinvente pas l'eau chaude. Là, ça c'est fait, c'est écrit. Maintenant, il faut appliquer ces outils-là. Donc ça, c'est la partie un peu com. Et nous, après, au niveau à l'échelle agglo, on a vocation à diffuser un maximum en dehors du quartier Saragosse pour que tous les projets d'équipement public, d'espace public, au moins quand on est maître d'ouvrage, puissent s'inspirer de ces démarches-là, parce qu'on est vraiment devenu pointu. Hein. Vous voyez l'image d'Anna. Je peux vous dire tout de suite que j'ai repéré que dans les bancs, ils sont pas vieillissement compatibles. C'est-à-dire qu'ils sont trop profonds, on n'a pas d'appui pour se relever. Donc on a quelque part en fait là on sent qu'en interne et puis les bailleurs qui nous ont suivis, on a une espèce d'expertise sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être vraiment dans cette adaptation au vieillissement pour toute la ville. Et donc on a vocation vraiment à le diffuser. D'accord. Et le fait que là sur la photo, on voyait le vélo, des personnes âgées qui viennent avec leurs petits-enfants dans le parc pour même si on est en Covid, parce qu'ils se sentent bien, ben voilà, je pense que pour nous, c'est vraiment la réussite. Et dans 3 mois, quand les premiers logements seront ouverts pour la tour, on verra aussi comment ça se passe et on aura des petites enquêtes pour pouvoir faire un retour d'expérience aussi sur ces réalisations. Très bien. Et retour d'expérience, il y aura peut-être des questions là-dessus d'ailleurs. Anna, une question également sur cette dimension-là. Alors, vous êtes au début de la mise en œuvre, mais en quoi les opérations bousculent, enfin, ce travail sur ces thématiques bouscule-t-il les habitudes, les méthodes, et un peu établies dans la conduite de projet? Déjà, je note la question des fontaines parce qu'on n'y pense pas trop en Île-de-France, mais avec le réchauffement climatique, voilà, c'est un partage d'expérience. Je pense que c'est une des premières choses, hein, le fait de travailler sur ces sujets, ça permet des partages d'expérience entre maîtres d'ouvrage qui sont en fait assez essentiels dans nos métiers où on est beaucoup le nez dans le guidon opérationnel. Nous, ça a bouleversé les choses parce que d'une part, ça a créé un intérêt au Centre Grand Paris Aménagement et donc ça a créé un groupe de travail
sur ce sujet, pluridisciplinaire, avec des gens qui sont opérationnels, mais aussi des gens qui sont juristes, des gens qui travaillent sur la communication. Et ça, c'est intéressant parce ça nous a permis de renforcer en fait nos pratiques aussi sur d'autres sujets, notamment par exemple les questions d'insertion, qui sont aussi des questions liées aux questions de genre, puisqu'en travaillant sur une insertion plus large, on travaille aussi sur l'insertion des publics féminins. Je rejoins ce que disait Élise Bénard sur la question des maîtrises d'œuvre. De notre côté, c'est aussi une nouvelle façon de travailler avec les maîtres d'œuvre qui n'ont pas forcément, les maîtrises d'œuvre et les entreprises, qui n'ont pas forcément l'habitude en fait, qu'on les bouscule dans leurs habitudes. Ils savent concevoir un espace public, ils savent choisir un banc, c'est un petit peu leur métier, donc on vient les re-questionner sur des sujets sur lesquels ils sont normalement sachants et compétents. Donc nous, notre objectif, c'est aussi qu'ils montent en compétences sur ces sujets-là, puisqu'aujourd'hui, on a assez peu qui sont très spécialistes. Donc c'est d'accompagner un peu comme le FEPO, du coup, la montée en compétences de l'ensemble des acteurs, de la chaîne d'acteurs qui va intervenir dans une opération d'aménagement. Et puis enfin, je dirais que c'est assez... Ce qui est bouleversé aussi, et c'est très vertueux, c'est le fait qu'on va aller voir en amont des projets le gestionnaire, en l'occurrence, dans notre cas, la collectivité qui va derrière gérer les espaces publics et des gens côté collectivité qu'on voit pas d'habitude, la direction de la vie des quartiers, la direction de la communication, ce genre de services. En fait, d'habitude, nous, on n'est que avec les services techniques. Et là, ça permet vraiment d'intégrer d'autres personnes à la collectivité, à nos réflexions et de réussir derrière, réussir cette démarche, c'est aussi réussir derrière la gestion, en fait, du quartier. Et ça, c'est vraiment un point essentiel qui, en fait, apporte de la qualité sur plein d'autres aspects du projet et pas simplement sur des questions de ville égalitaire. Et bien sûr, très bien. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une convergence des réflexions et aussi une convergence des solutions. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vous remercie à toutes d'abord de ces témoignages et de ces réflexions. Et puis, je vais vous poser les questions qui nous sont parvenues pendant vos présentations successives. Alors d'abord une question qui est ciblée vers Anastasia et Julie en tant que rédactrice du guide, mais je pense que Élise et Anna auront peut-être une réponse également. C'est l'impact des coûts de ces choix urbanistiques, l'impact sur les coûts de ces choix urbanistiques et sur les budgets d'opération. Est-ce que ces prescriptions engendrent des surcoûts? Alors peut-être déjà, Anastasia et Julie, est-ce que vous, dans la rédaction du guide, c'est quelque chose que vous avez vu remonter? Oui, alors absolument, c'est une question assez centrale qui nous a été posée d'ailleurs dès le départ de la rédaction du guide. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit la première question qui sorte des échanges. Évidemment, le guide ne fait pas l'impasse sur cette dimension parce que c'est trop essentiel et surtout, on a constaté que c'était un motif de découragement de certains maîtres d'ouvrage. Mais est-il justifié ce motif de découragement? Alors, je vais y venir. Pas toujours. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que nous, ce qu'on a constaté en fait dans le guide, c'est que l'équation approche égalitaire égale surcoût, en fait, elle ne se vérifie pas de manière systématique. Donc, ce qu'on a essayé de faire en fait dans le guide, c'est d'objectiver et de catégoriser dans une petite typologie la nature de ces coûts, pour qu'on arrête de les fantasmer et qu'on sache à quoi s'attendre et déconstruire un peu les idées reçues qu'il peut y avoir autour de ça. Pour nous, il y a 4 types de coûts possibles. Les coûts qui sont directement liés à l'aménagement, c'est-à-dire le mobilier, les options, les prescriptions urbaines. Donc ça, je l'ai dit, le surcoût n'est pas systématique et je pense qu'on s'en est bien rendu compte dans les exemples qui nous ont été donnés par Anna et Élise. Choisir un banc qui soit mieux utilisable par une personne âgée, c'est pas forcément choisir un banc plus cher. C'est simplement avoir la présence d'esprit de prendre en compte l'apport des usagers et de faire des choix différents, mais là, le surcoût n'est pas systématique. Il y a également à prendre en compte le coût lié à l'ingénierie spécifique qui doit être injectée dans le projet. Et là aussi, on a eu quelques exemples. Ça va être l'ergothérapeute qu'on sollicite, le bureau d'études spécialisé dans la prise en compte du genre. Donc tout ça, effectivement, ça a des coûts. Le guide fournit des ordres de grandeur des honoraires de ces prestataires-là, dont on se rend compte qu'ils sont quand même pas énormes au regard des budgets globaux d'opération. Et puis surtout, Anna l'évoquait, c'est des coûts qui, in fine, ont plutôt vocation à disparaître, on l'espère, à mesure que l'expertise et le savoir-faire se diffusent et rentrent dans le cœur de métier
des professionnels du renouvellement urbain. Il y a un autre type de coût encore à mentionner, c'est celui qui est lié au développement de surfaces résidentielles qui ne soient pas directement associées à des postes de recettes. Je pense notamment aux cuisines mutualisées dont je vous parlais, aux paliers. Les halls plus grands, etc. Les halls plus grands, etc. Donc là, effectivement, il y a une question d'équilibre budgétaire de l'opération. Ce que le guide essaye de faire, c'est d'explorer un petit peu les modes de gestion qui peuvent être associés à ces espaces, parce qu'on se rend compte que c'est souvent sur la gestion qu'il y a des coûts importants. Et là, il y a un peu un continuum où il faut placer le curseur. Ça peut aller jusqu'à l'autogestion, ou en tout cas des modes de financement un peu contributifs qui ne sont pas forcément synonymes d'énormes surcoûts, ni pour le maître d'ouvrage, ni pour les habitants. Élise, vous qui êtes peut-être la plus avancée, en tout cas dans la mise en œuvre de ces prescriptions, je poserai la même question à Anna après, mais est-ce que vous avez constaté des surcoûts liés à cette prise en compte du vieillissement dans l'aménagement? Moi, je pense que d'abord, il faut qu'on soit honnête. Nous, on a quand même pris le temps de se payer des bons bureaux d'études pour nous accompagner parce qu'on était novices. Et donc, on est autour de 90 000 € l'étude, mais parce qu'il y avait d'entretien habitant, parce que voilà. Mais ça, 90 000 €, c'est quelque part pour l'équivalent de 130 millions d'euros d'investissement sur une convention en rue. Donc, voilà, effectivement, c'est un coût. Effectivement, il faut le financer, mais c'est quand même balancé. Si après, on continue, par exemple, le parc à 2 millions d'euros, le surcoût, on l'a estimé autour de 100 000 €. Le surcoût adaptation. Donc, effectivement, 100 000 €, c'est pas rien, mais le parc, il coûte 2 millions d'euros hors taxe. Donc, voilà. Après, sur la partie logement, c'est sans doute celle qui coûte le plus cher. On est sur des logements autour de 60 000 € par logement. On peut estimer autour de combien, pardon? Autour de 60 000 €. 60 000 € coût total travaux hors taxe par logement. Et on est à 20 000 € de surcoût adaptation vieillissement. Ce qui est normal, puisqu'en fait, là, on va vraiment casser de la cloison, on va reprendre des aspects domotiques. Voilà. Donc ça, là, il y a un vrai surcoût sur le logement. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi de travailler sur tous les logements en se disant, le hall, c'est pour tout le monde. Après, sur vraiment des logements, on se teste un peu et puis on verra après sur les 14 autres résidences avec le bailleur comment on travaille. Mais en tout cas, sur l'aspect études, espace public, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer sur le surcoût. Il est quand même relativement minime. Et encore une fois, il est pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'habitude de mettre des fontaines, pas l'habitude de mettre autant peut-être de toilettes. Et ça, c'est valable, une qualité de ville, entre guillemets, pour tous, quoi. Donc, à part sur le logement, où là, je modérerai mes propos. Sinon, je pense que le surcoût, il est quand même assez modeste à l'échelle de nos projets de rénovation. Merci. Anna, un complément là-dessus, au stade où vous en êtes sur la ZAC du Bac Clichy, est-ce que vous constatez ou est-ce que vous avez à maîtriser d'éventuels surcoûts? C'est exactement les mêmes échelles que ce que disait Madame Besnard sur Pau. On est vraiment dans les mêmes échelles, donc c'est pas à l'échelle du projet, et puis ça a vocation à disparaître. Il y a des choses qui nous coûtent bien en études. Très bien. En étant astucieux. Alors une question qui était pour vous, Anna, qui était est-ce qu'au regard des résultats du diagnostic sur l'utilisation genrée de l'espace, est-ce qu'il se dessine des orientations paysagères spécifiques dans la conception des espaces publics? Donc question centrée sur la conception paysagère des espaces. Vous parliez tout à l'heure de l'intimité dans l'espace public ou des espaces, voilà, peut-être que ça renvoie à ça. Au-delà, voilà, conception paysagère au-delà des éléments de mobilier, qui n'auraient conception paysagère qui n'aurait pas été envisagée préalablement au regard des usages par les femmes. Oui, alors au-delà des questions de mobilier qui sont très importantes, on a vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, qui est les questions de continuum en fait entre l'intimité et l'espace très public, et notamment la question du voir et être vu. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Pour la pelouse, la grande pelouse qu'on a vue, il y a quand même un projet de réaménagement. On ne touche pas à la pelouse centrale. Par contre, alentour, on propose des arbres pour faire des zones d'ombre également.
Et la question a été comment on choisit ces arbres. Il faut faire attention parce que si on met des fourrés, on va dire, des choses assez basses en termes de végétaux, on va avoir tout de suite une barrière visuelle. Et là, vraiment cette qualité de la pelouse qui est voir et être vue, elle est perdue. Donc on va plutôt choisir des arbres de haute tige qui offrent de l'ombre et qui ne créent pas cette barrière visuelle. À d'autres endroits, on va avoir pour le coup la démarche inverse de dire là on crée un peu une intimisation par la végétation, vraiment très ponctuelle, qui permet d'avoir plusieurs ambiances dans l'espace public. Donc oui, en termes de paysage, on a des choses qui sont triplées, quoi. Notamment sur les questions vraiment de vue et de vue lointaine, par exemple. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, une question, je ne sais pas si elle est évoquée dans le guide, Anastasia et Julie vont nous le dire, qui vient d'une personne de la ville de Calais, qui retient que l'inégalité spatiale commence dans la cour de l'école et justement dans l'espace public. En général, dit-elle, les enfants sont souvent oubliés ou réduits. Est-ce que dans le guide, il y a des questions ou même des réponses apportées sur la prise en compte des enfants dans l'espace public comme étant un public auquel prêter attention, peut-être un peu plus? Julie, est-ce que tu veux répondre Oui. Ou Anastasia? Julie va répondre. Non, mais effectivement, c'est une excellente question. Du coup, ce guide, alors, en fait, tout simplement, la réponse est non, pas spécifiquement. En fait, la question des enfants n'a pas spécifiquement été traitée dans ce guide. Elle est en transverse et il y a des mentions justement, notamment quand on parle de cours d'école. Là-dessus, il y a quand même un traitement qui est fait justement sur la création de ces inégalités. Quand je disais non, c'est parce que je pensais aussi à des beaux exemples en fait qui commencent à émerger de type les rues aux enfants, où en fait fermer des rues, les abords des écoles, aux abords des écoles, exactement, et créer des espaces où en fait un peu l'enfant est roi et avec justement une surveillance des parents sans être trop une espèce de liberté dans la ville. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on n'a pas traitées, mis à part du coup les agencements en fait de terrains sportifs ou de cours d'école. Ou mis à part c'est cette convergence finalement des préoccupations qui permet d'apporter des réponses plus particulièrement à certains publics et qui finalement sans doute profitent aux autres, parce que j'imagine qu'à Pau, les espaces de pique-nique par exemple ou les fontaines sont, même si elles sont peut-être un peu hautes, mais sont pratiques également pour les enfants, évidemment. Alors une question, mais justement pour Élise, parce que ça concerne en fait le rapport aux politiques et je la cible vers Élise parce que finalement le projet qu'elle nous a montré aujourd'hui concernant le quartier Saragosse, elle va nous le dire, répond à une préoccupation plus large qui a été mise en place au niveau de la ville et au niveau de l'agglo de Pau. Mais la question est la suivante, c'est avez-vous des conseils à donner aux porteurs de projets qui sont confrontés aux réticences des élus ou des maîtres d'ouvrage? Alors, en 1 minute, Élise, et peut-être si quelqu'un d'autre a un complément à donner, s'il vous plaît, parce que nous arrivons au bout du temps qui nous est imparti, en 1 minute. Alors, en 1 minute, le conseil, si vous avez une réticence d'élus, il est simple, mais ça marche sur toutes les thématiques. Il faut que les élus parlent aux élus. Avec ça, tout le monde. D'accord, merci. Merci du bon conseil. On aura une possibilité, c'est de dire que les élus, ils ont compris cette question-là, pas par l'aménagement, mais par l'offre de services. Donc, ils ont voulu développer un plan qu'ils ont appelé plan anti-solitude. C'est pas très glamour comme prénom, mais comme nom, mais ça permet de bien comprendre. Donc, l'offre de services. Ils ont compris qu'aujourd'hui, dans l'agglomération paloise, il y avait beaucoup de personnes seules et qui avaient besoin de proposer du service, de proposer des activités, de proposer plein de bulles de curiosité pour que les gens sortent de chez eux. Donc, merci Élise. Donc, voilà, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir échanger avec nos élus qui sont bien sensibilisés à cette question. Merci Élise. Et du coup, je ne relais pas la question à nos autres intervenantes, mais je vous remercie toutes de cette de participation à cet atelier, et qui est en fait non pas une première, mais disons une deuxième étape, puisque les travaux vont continuer à la rentrée. Et donc, le club en Repus va
va à nouveau réunir son groupe de travail. Les personnes qui sont inscrites à cet atelier en seront informées de ces démarches avec l'objectif donc d'approfondir les enseignements du guide, en particulier sur les sujets abordés aujourd'hui et peut-être d'autres. On a vu que évidemment d'autres publics pouvaient être concernés pour documenter, élargir le champ des prescriptions et donc se donner des outils pour agir. Rendez-vous donc à la rentrée. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt.